Bonjour, bonsoir, tout dépend du côté de la planète où vous nous suivez à l'instant. Bienvenue dans Les Coris, votre magazine dédié à la politique du ministère de l'Économie et des Finances. Pour ce dernier numéro de l'année 2024, nous changeons spécialement de format. À la place des entretiens plateaux habituels, nous vous proposons des reportages sur quelques grands sujets qui ont marqué l'année 2024 au ministère de l'Économie et des Finances. Au nombre de ces grands sujets marquants figurent les réformes au ministère de l'Économie et des Finances, le PNOT, le Programme national d'optimisation de la trésorerie, la participation du Congo au conseil d'administration du FESA, le Fonds de solidarité africain. Nous reviendrons aussi sur la réunion de la coalition des ministres des Finances à Bakou, en Azerbaïdjan, à l'occasion de la COP 29. Vous suivrez donc au pied de ce magazine la restitution des travaux qui a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Andaye. Autre sujet marquant de l'année 2024 que l'on ne peut éluder, le programme avec le FMI, le Fonds monétaire international, appuyé par la facilité élargie de crédit en cours d'exécution depuis janvier 2022. À cet effet, l'année 2024 a été marquée par la conclusion favorable de la 5e revue le 10 juillet 2024. La 6e et dernière revue du programme sera conclue courant au premier trimestre de l'année 2025. Nous y reviendrons dans notre prochain numéro, le tout premier de l'année 2025. Place à présent à notre première rubrique événements. La rubrique événements de ce numéro est consacrée au processus de réforme en cours au ministère de l'Économie et des Finances. Vous le savez maintenant, le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Andaye, veut faire de son département ministériel un vecteur de la performance économique à l'horizon 2026. Pour atteindre cet objectif, il faut des réformes. C'est ainsi qu'avec le concours de tous les cadres de ce ministère, des vastes réformes, pour certaines audacieuses, ont été élaborées. L'année 2024 a donc servi au lancement du processus de mise en œuvre de certaines de ces réformes. Laetitia Carombo nous en parle dans ce résumé. Au commencement était l'implémentation du budget programme, dès le 1er janvier 2024. Et pour cause, le ministère de l'Économie et des Finances est l'un des 6 ministères pilotes chargés d'essuyer les plâtres de cette grande réforme qui vient ainsi d'être introduite pour la première fois dans notre pays. Et afin de rendre possible l'arrimage des organes techniques du ministère de l'Économie et des Finances aux exigences de ce nouveau mode de gestion, le 6 mars 2024, 13 décrets présidentiels portant réorganisation des services de ce ministère ont été publiés. Ainsi, de l'organe stratégique qui est le cabinet du ministre, aux structures opérationnelles que sont les directions générales et les organismes sous tutelle, en passant par l'inspection générale des finances, des innovations ont vu le jour, suivant les prescrits de ces 13 décrets présidentiels, avec pour vocation de rationaliser et de rendre plus performant la structure organique et le fonctionnement de cette administration publique à la fois singulière, complexe, sensible et stratégique qu'est le ministère de l'Économie et des Finances. Depuis, les lignes bougent. À titre d'illustration, la Caisse congolaise d'amortissement, la CCA, a été dotée d'un nouveau cadre juridique et d'une nouvelle équipe managériale. Les nominations aux postes de chef de service et de bureaux centraux, ainsi que celles des inspecteurs des finances, sont désormais opérées de manière sélective à travers la procédure d'appel à candidature, conformément à la circulaire ministérielle du 17 juillet 2024. À ces réformes d'ordre administratif, se sont greffées d'autres innovations qui relèvent du champ des nouvelles technologies. Dans ce cadre, on pourrait mentionner l'ambitieux chantier de l'interfaçage des différents systèmes de gestion des finances publiques, ainsi que la montée en puissance du processus d'immatriculation au numéro d'identification unique, le NIU.
Pour ajouter à ce qui vient d'être dit, dans ce résumé de Laetitia Karambou, la Direction générale du Trésor n'est pas restée en marge de ce vaste programme de réorganisation des services techniques du ministère de l'Économie et des Finances. Bien au contraire, à titre d'exemple, la réforme relative à la suppression de la fonction de fondé de pouvoir a été traduite en actes à travers le remplacement de 3 anciens fondés de pouvoir, respectivement par un receveur général, un payeur général et un trésorier central avec rang de directeur général adjoint du Trésor. Une autre réforme d'importance est l'opérationnalisation de la fonction bancaire du Trésor dans le processus est en marche. Pour vous aider à mieux comprendre ces changements, voici quelques autres détails expliqués par Lorik Ngwembe, expert consultant auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Il s'exprimait au cours d'un entretien en mai 2024 sur notre plateau des Cori. Monsieur Lorik Ngwembe, parmi ces innovations, il est prévu une grande réforme au niveau du Trésor public, avec notamment la création de 3 entités, le retrait de la fonction de fondé de pouvoir et l'opérationnalisation bancaire du Trésor. Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu plus d'éclairage sur cette réforme? Merci Madame la journaliste pour cette invitation et cette occasion que vous me donnez avec la permission bien sûr de l'autorité monétaire, c'est-à-dire le ministre de l'Économie et des Finances, de venir sur votre plateau parler des réformes, particulièrement dans le point que vous venez de soulever, celui de la réforme au Trésor. Les postes de fondé, effectivement, il y en avait 3, premier fondé, deuxième et troisième fondé, qui ont été supprimés suite à un diagnostic stratégique qui avait été élaboré en 2023, en juillet, et qui a révélé l'incohérence administrative et fonctionnelle de la coexistence des postes de fondé qui auront de directeur central avec les postes de directeurs centraux. Donc, on avait des directeurs centraux qui commandaient les directeurs centraux. Hiérarchiquement, c'était difficile. D'où on a créé 3 entités dont vous parlez, la recette générale, la payerie générale et la trésorerie centrale, qui auront de directeur général adjoint, au-dessus desquels on va avoir les directions centrales. Donc, ce n'est qu'une remise en ordre des structures ou des entités de management ou de gestion des activités du Trésor. Les postes sont supprimés dans leur version ancienne. Maintenant, on a une version plus adaptée à l'organisation du ministère et aussi à la nouvelle approche de gestion axée sur les résultats. Aujourd'hui, avec les réformes des finances publiques, avec le basculement de la gestion en mode budget-programme, il est devenu nécessaire de moderniser effectivement les différentes organisations, les différents services, que ce soit au niveau du ministère des Finances, mais aussi dans les différentes directions ou services de l'État. Tous les ministères basculeront en budget-programme, donc il y aura une organisation assez nouvelle, adaptée à ce genre de gestion. En dehors de ces 3 entités qui existaient déjà depuis le ministre d'État Ndongo qui avait créé la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, désormais, nous avons la recette générale qui s'occupe de tout ce qui est recettes des impôts, de la douane, les recettes de services, y compris les recettes des ressources naturelles. Et nous avons la payerie générale qui s'occupe des dépenses, donc il y a une direction des dépenses de fonctionnement, c'est nouveau, des dépenses d'investissement. Auparavant, tout était mélangé sous un seul directeur qui était le directeur de la dépense. Maintenant, il y a 2 directeurs, directeur de la dépense de fonctionnement et directeur de dépenses d'investissement. La trésorerie centrale, elle est quelque chose aussi de nouveau. C'est en dehors de la direction des titres et valeurs que tout le monde connaît, qui existe déjà au Trésor. Et il y a 2 directions qui sont nouvelles. C'est la direction des opérations de marché des capitaux. Qui dit marché des capitaux, dit marché financier, marché monétaire. Et puis, la direction des dépôts et consignations. Vous parliez de la fonction bancaire. C'est effectivement cette direction qui est en première ligne pour
l'activation de la fonction bancaire du Trésor. Le Trésor va être amené à exécuter les opérations comme les banques, il reçoit les dépôts. Aujourd'hui, le Trésor n'a pas vraiment des moyens de paiement. À l'époque, il y avait des chèques du Trésor. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, à l'avenir, le Trésor pourrait avoir ses cartes bleues ou des cartes Visa, des cartes monétiques, comme d'autres banques. Quand vous dites que le Trésor va jouer à peu près le même rôle que les autres banques, pour quel type de clients? Alors, les clients du Trésor sont principalement les administrations, d'abord. Ensuite, vous avez les entités publiques, les sociétés d'État ou les sociétés de portefeuille. Vous avez le port autonome, certaines sociétés qui ont une gestion autonome. Vous avez les collectivités locales qui ouvriront leurs comptes. Vous avez des institutions comme la CNCS, comme la CREF, qui peuvent ouvrir leurs comptes au Trésor puisque ces structures mobilisent beaucoup d'épargne. Et le Trésor peut s'en saisir pour monter et faire des opérations de type banque. Mais tout ceci est effectivement sous le contrôle de la commission bancaire de la CEMAC, qui est l'organe de contrôle de tout ce qu'il y a comme institution bancaire en Afrique centrale. Quelle autre innovation concerne le Trésor public? La fonction d'audit interne, qui est une fonction très importante, qui a la charge de vérifier la conformité de tout ce qu'on fait. La fonction de contrôle de gestion, qui a la charge de mesurer la performance de chaque structure, qu'elle soit centralisée ou déconcentrée. On a la gestion de tout ce qui est ressources stratégiques, c'est-à-dire les finances, au niveau du Trésor, au niveau de toutes les directions générales. Il y a une direction qui s'occupe des finances et de l'équipement. Il y a une direction qui s'occupe des systèmes d'information et il y a une direction qui s'occupe des ressources humaines. Souvent, on a oublié que les ressources humaines est une ressource stratégique, car c'est elle qui crée l'ensemble des valeurs, quelles qu'elles soient. Et donc, le ministre de l'économie et des finances a voulu mettre, comme on dit, le paquet sur le rôle des ressources humaines, donc des compétences, dans la gestion de la performance au niveau du ministère. Il y a une direction de la comptabilité qui a plus ou moins bougé un tout petit peu parce que c'est une direction transversale. Elle va centraliser la comptabilité des différents comptables, que ce soit du réseau du Trésor ou encore des comptables assignataires qui sont dans les différents ministères ou dans les agences comptables. Abordons à présent la deuxième rubrique de ce magazine Éclairage. Éclairage sur l'un des sujets qui a cristallisé l'attention de l'opinion cette année, le PNOT, le Programme national d'optimisation de la trésorerie. En effet, le 14 octobre 2024, alors que l'État est en proie à des tensions récurrentes de trésorerie, l'on apprenait par un communiqué du ministre de l'Économie et des Finances le lancement par le gouvernement d'un programme national d'optimisation de la trésorerie avec pour objectif clairement affiché sortir la trésorerie publique de l'état d'asphyxie du fait de l'endettement du pays sur le marché financier régional. Le 11 novembre 2024, dans un communiqué, le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ndiaye, rend public les résultats sanctionnant la première phase du programme. Près de 1500 milliards de francs CFA retenus et conclus par le Trésor public, incluant 1236 milliards de francs CFA de refinancement proactif et volontaire de titres et environ 250 milliards de francs CFA d'argent frais. Seulement, le PNOT suscite néanmoins quelques interrogations. En témoignent les questions posées par les députés à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions orales le 13 décembre dernier, questions auxquelles le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ndiaye, a donné des réponses. Voici le PNOT en 3 questions, 3 réponses. De l'honorable Kolela, nous avons reçu 3 questions formulées, ainsi qu'il suit, je cite. 1. Veuillez nous informer au préalable sur le niveau de la dette publique au sortir de l'exercice 2024 et dites-nous quelle est la garantie adossée au rééchelonnement
des remboursements avec les obligataires. 2. Quelle est dans ce cas la part allouée aux obligataires sociaux de tous les agents de l'État? Le paiement des bourses, les arriérés des pensions et arrérages, les pensions elles-mêmes, les arriérés des émoluments dans les institutions, les arriérés des salaires et émoluments à l'Université Marine Wabi et autres arriérés liés au budget de transfert. 3. Combien va rapporter par an le rééchelonnement des remboursements des maturités de la dette publique au Trésor? Fin de citation. Les préoccupations de l'honorable Aurélien Kolela-Toumi nous donnent l'occasion de faire un aperçu sur le PNOT, c'est-à-dire le Programme national d'optimisation de la trésorerie. À cet effet, je voudrais au préalable rappeler le contexte dans lequel a été initié ce programme. Ce développement prend également en compte l'instruction que le Premier ministre venait de me donner en me demandant de développer cette problématique. Honorable Président, notre pays a été confronté à différents chocs, notamment la chute drastique des cours du pétrole brut dès la deuxième moitié de l'année 2014, la crise sanitaire de la pandémie à Covid-19 qui a accentué la situation déjà fragile des finances publiques suite à l'effet conjugué de l'arrêt des activités économiques, les perturbations de chaînes d'approvisionnement au niveau mondial et leur effet sur le renchérissement des biens et services, notamment les biens de première nécessité. La crise russo-ukrainienne qui a exacerbé les perturbations des chaînes d'approvisionnement ainsi que les pressions inflationnistes. À ces chocs, il convient d'ajouter la baisse de notre production de pétrole, conséquence du vieillissement des champs et de la faiblesse des investissements, mais aussi des difficultés à mobiliser les ressources extérieures. Afin de maintenir le fonctionnement normal de l'État, notre pays, mais aussi d'autres pays de la CEMAC, a dû recourir massivement au marché des valeurs du Trésor de la CEMAC. Les tombées d'échéance des ressources levées pour faire face à ces différents chocs sont essentiellement concentrées sur les années 2025 et 2026, soit plus de 1678 milliards de francs CFA sur un total de 2314 milliards de francs CFA à fin septembre 2024. 878 milliards en 2025 et près de 800 milliards en 2026. En plus des pressions sur les finances publiques, cette situation limite la capacité du pays à financer les dépenses d'investissement plus propices à la croissance économique. Paradoxalement, à la concentration des tombées d'échéance en 2025 et 2026, on observe que le niveau des remboursements à partir de 2028 ne se situe qu'à 48 milliards de francs CFA pour toute une année. Le PNOT, qui est un programme de gestion proactive de la trésorerie, a pour objectif essentiel de reprofiler toute la dette des marchés de la République du Congo jusqu'à 10 ans afin de dégager des marges de trésorerie importantes, soit 1226 milliards de francs CFA de trésorerie dégagée en 2025 et 2026. Ce qui permettrait de faire face aux urgences de l'État et aux investissements. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler nos sincères remerciements à l'endroit de la Banque des États de l'Afrique centrale, à la Commission bancaire de l'Afrique centrale, ainsi qu'aux banques primaires pour leur accompagnement à ce programme et leur contribution à son succès. Cette opération a été faite en toute transparence et dans un souci constant de respect des termes du programme en cours avec le Fonds monétaire international. Par ailleurs, toutes les agences de notation souveraines, Moody's, Fitch Ratings et Standard & Poor's ont maintenu la note souveraine du Congo en devises étrangères, après la publication de notre communiqué du 11 novembre 2024. Une fois ce décor planté, et pour revenir à la première préoccupation de l'honorable Kolela, à savoir le niveau de la dette publique au sortir de l'exercice 2024,
et la garantie adossée au rééchelonnement des remboursements avec les obligataires, permettez-moi d'indiquer ce qui suit. Primo, l'encours global de la dette publique à fin septembre 2024 est de 8 151,9 milliards de francs CFA, repartis entre la dette extérieure, 3 275,5 milliards, soit 40%, et la dette intérieure, 4 876,4 milliards, soit 60%. Cette décomposition affiche un profil atypique de notre portefeuille de la dette, dans la mesure où la dette intérieure est plus élevée que la dette extérieure. Secondo, dans le cas du PNOC, les échanges de titres ne sont pas adossés à une quelconque garantie au sens financier du terme, c'est-à-dire préfinancement sur le pétrole ou autre. En revanche, le soutien de la Banque centrale et de la COBAC au PNOC a été accompagné par l'engagement ferme d'alimenter régulièrement un compte séquestre ouvert dans les livres de la BEAC pour faire face aux échéances futures. Ce mécanisme explique en grande partie l'engouement des banques à participer à ce programme. La deuxième question de l'honorable Kolela est relative à la part allouée aux dépenses sociales de l'État, notamment le paiement des bourses, des arriérés des pensions et arrérages, des pensions elles-mêmes, les arriérés des émoluments dans les institutions, les arriérés des salaires et émoluments à l'Université Mariam Gabi et autres arriérés liés au budget de transfert. On repense, comme indiqué dans mon mot introductif, l'objectif du PNOC était d'échanger les titres arrivant à échéance contre des titres de plus longue maturité en vue de permettre de baisser la pression du service de la dette sur la trésorerie. On peut observer que pour le mois de novembre 2024, les économies réalisées grâce au PNOC ont permis de faire face au paiement des salaires et apurer partiellement les arriérés de la dette, notamment la Banque mondiale, la BAD, le Fonds monétaire international et les partenaires bilatéraux. De même, les économies réalisées ont permis le paiement des pensions de retraite, des budgets de transfert du CHU, de l'Université Mariam Gabi et des institutions au cours du mois de novembre 2024. Le chemin est certes encore lent, mais les résultats sont de plus en plus perceptibles. La troisième question de l'honorable Kolela relative aux gains attendus du rééchelonnement des remboursements des maturités de la dette nous amène à insister une fois encore sur le but ultime du PNOC qui était de baisser la pression sur la trésorerie publique. Un reprofilage de la dette n'a pas vocation à apporter du cash sur les finances publiques, mais plutôt à baisser la tension sur la trésorerie et ainsi dégager de l'espace budgétaire pour les dépenses sociales et d'investissement plus propices à la croissance et au bien-être des populations. Les économies réalisées telles que présentées constituent plutôt le niveau des dépenses du service de la dette non décaissées suite au rallongement de la maturité des titres arrivant à échéance. En d'autres termes, si l'État devait payer 100 francs CFA aujourd'hui et que grâce au PNOC, l'État a rallongé des titres à hauteur de 60 francs CFA, la charge du service de la dette sur la trésorerie ne serait que de 40 francs au lieu de 100 francs, d'où une économie de 60 francs CFA. Dans le monde des finances, l'année 2024 a aussi été marquée par la toute première participation du Congo au conseil d'administration du FESA, le Fonds de solidarité africain. Ce après le lancement officiel des activités de ce fonds au Congo le 25 juillet 2024. Le conseil d'administration du FESA a eu lieu le 14 novembre 2024 à Niamey, au Niger. Le Congo a été représenté par M. Kleber Singa, conseiller du ministre de l'Économie et des Finances, administrateur Congo au Fonds de solidarité africain. Sachez que le Fonds de solidarité africain est une institution de financement multilatéral, un programme pour soutenir et stimuler les investissements. Le point de cette réunion du conseil d'administration du FESA dans cette interview du conseiller Singa. C'est une session du conseil d'administration qui est particulière pour nous parce que c'est notre première participation en tant que membre à part entière du Fonds de solidarité
africain, vous l'avez dit, après l'adhésion du Congo, au courant juin 2024. Pour les décisions qui ont été prises, c'était principalement une session budgétaire. Donc nous avions pris les résolutions allant dans le sens de l'adoption du budget 2025 du Fonds de solidarité africain. Je dois dire rapidement que depuis 2020 jusqu'en 2025, le Fonds de solidarité africain est soumis au plan de développement stratégique à moyen terme désigné New Frontier. Donc la dernière année, c'est celle qui va commencer, dont le budget a été donc adopté. Alors, l'exercice auquel nous nous sommes prêtés a consisté donc à ajuster les lignes budgétaires les plus stratégiques pour permettre donc au Fonds de solidarité africain de réaliser les plans d'action, mais également les objectifs assignés au Fonds par ce plan de développement stratégique, voilà, qui finit donc en 2025. Ça, c'est ce qui relève du budget. Mais entre autres décisions, il y en a une particulièrement qui nous intéresse. En tout cas, il y a une résolution là-dessus. C'est l'implantation de la mission résidente du FSA en Afrique centrale. Il faut dire qu'au titre de ce plan de développement stratégique, le FSA a développé une politique consistant à implanter des missions résidentes. Il y a une mission donc, en Côte d'Ivoire qui couvre toute la partie ouest africaine. Il y a une mission à Maurice et il ne reste que l'Afrique centrale. Plusieurs candidatures ont été présentées et notre pays a également présenté sa candidature. Alors, nous avions reçu une instruction du ministre en charge des Finances et de l'Économie qui nous a demandé donc de faire le plaidoyer pour que notre candidature soit bien placée. Donc, nous ramenons aussi donc la résolution du Fonds de solidarité qui a levé l'option sur l'implantation de cette mission en Afrique centrale et nous sommes retenus parmi les candidats. Il reste en ce moment-là à faire des diligences et d'évancer les autres dans la satisfaction des conditions préalables posées par le Fonds pour que, bien évidemment, cette mission soit implantée ici. Le FSA avait suggéré, sinon proposé, qu'on mette à disposition un terrain de 700 mètres carrés qui permettra au bout de 5 ans d'installation provisoire au FSA sur la base de leur budget, leur propre financement, d'ériger l'immeuble devant abriter définitivement cette mission résidente. À ce sujet, le ministre en charge de l'économie et des finances a fait preuve de diligence et il a déjà adressé à son collègue du gouvernement, le ministre d'État en charge des affaires foncières, une demande et ça nous les services techniques de faire le suivi. Alors, la deuxième condition, c'est de trouver un immeuble qui va abriter les bureaux provisoires du FSA dès l'implantation de la mission résidente. Et la troisième condition, c'est la mise à disposition d'un véhicule à la mission résidente. Et ça aussi, le ministre en fait une préoccupation. Donc voilà les différentes conditions qui ont été posées par le Fonds de solidarité africain. Et une fois rempli, en tout cas, le premier pays qui aurait franchi cette étape devrait pouvoir être retenu et pour être dans la discrétion de la diplomatie économique, on va dire que nous sommes bien placés. Nous abordons le dernier virage de ce magazine avec la rubrique Plein Feu. Plein feu sur la COP29, cette grand-messe du climat qui s'est déroulée du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou en Azerbaïdjan, surnommée la COP des finances car l'objectif était de convenir d'un nouveau programme de financement de la lutte contre les changements climatiques. Le ministre Jean-Baptiste Andaye, qui accompagnait le chef de l'État Denis Sassou Nguesso à cette conférence, a pris part à la réunion de la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique. Il en parle dans cet élément.
Du 11 au 22 novembre dernier, s'est tenue à Bakou en Azerbaïdjan la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en sigle COP29. Le Congo y était représenté au plus haut niveau par le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, qu'accompagnait entre autres membres du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, M. Jean-Baptiste Hondaï. Ce dernier, en marge des travaux de la COP29, a pris part à la réunion de la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique. Le ministre Jean-Baptiste Hondaï a également eu une série de rencontres avec des partenaires impliqués dans la lutte contre le dérèglement climatique. Dans le point qu'il a bien voulu nous adresser, le ministre Jean-Baptiste Hondaï dégage d'entrée de jeu ce que lui ont inspiré les travaux de la COP29. En effet, cette rencontre, co-organisée avec la présidence de la COP29, a eu pour agenda de se concentrer sur les défis et les bonnes pratiques liées à l'allocation et au financement pour une mise en œuvre réussie des contributions nationales déterminées, en abrégé CDN. Les ministres des Finances que nous sommes avons été invités à partager les connaissances et les enseignements sur les plans d'investissement liés au CDN. Les réglementations soutenant le financement durable, les mécanismes de coordination tels que les plateformes nationales et les approches visant à financer l'atténuation et l'adaptation. Nous avons évoqué 5 défis majeurs à relever pour garantir le succès de notre transition vers un développement plus durable et résilient, à savoir 1. L'accès aux financements climatiques internationaux. 2. Le renforcement des partenariats publics-privés. 3. Le développement des marchés du carbone. 4. L'intégration des objectifs climatiques dans le développement national. Et enfin, la mobilisation des ressources domestiques. Et en ce qui concerne le défi relatif à l'accès aux financements climatiques internationaux, la République du Congo doit se doter de mécanismes robustes et transparents afin de mieux capter ces financements et les utiliser de manière efficace pour soutenir la mise en œuvre de nos CDN. S'agissant du défi lié au renforcement des partenariats publics-privés, la transition vers une économie verte nécessite des investissements importants que seul le secteur privé peut en grande partie fournir. Ainsi, nous devons travailler à réduire les risques pour les investisseurs et les encourager à contribuer activement à la réalisation de nos objectifs climatiques. Concernant le défi du développement des marchés du carbone, notre pays, comme nous le savons tous, possède un potentiel considérable en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la gestion de nos forêts et à d'autres projets de séquestration de carbone. Il convient donc de renforcer les capacités techniques des acteurs et celles des institutions. Quant aux défis relatifs à l'intégration des objectifs climatiques dans le développement national, nous devons veiller à ce que nos CDN ne soient pas perçus comme des objectifs isolés et que par conséquent, nous devons les intégrer dans notre vision de développement économique et social. Enfin, pour le défi de la mobilisation des ressources domestiques, il nous revient de trouver des solutions pour mobiliser les ressources internes, qu'il s'agisse de la création d'obligations climatiques nationales, de la mise en place des mécanismes fiscaux favorables ou encore de l'encouragement de l'investissement privé locaux. Quelles mesures les membres de la coalition préconisent-ils en vue de relever ces nombreux défis? 2 grandes recommandations ont sanctionné cette rencontre, à savoir: la première,
une forte implication des ministères des Finances. La seconde, une meilleure prise en compte des besoins financiers par les ministères des Finances pour atteindre les objectifs climatiques. En ce qui concerne la forte implication des ministères des Finances, il a été convenu que les ministères des Finances fournissent des contributions directes et substantielles dans le financement des CDN. S'agissant de la prise en compte des besoins financiers par les ministères des Finances pour atteindre les objectifs climatiques, il a été vivement recommandé au ministre des Finances de s'engager activement dans le financement des CDN pour atteindre les objectifs de développement de manière générale et climatique de manière particulière. Enfin, il a été convenu de la nécessité d'une action concertée et coordonnée des ministères des Finances à travers le monde afin de garantir que les ressources financières soient efficacement allouées à la mise en œuvre des engagements climatiques, en particulier dans le cas des CDN 2025 et de la nouvelle architecture financière des CDN 3.0. Monsieur le ministre, outre la réunion de la coalition, vous avez entrepris une intense activité de diplomatie économique liée au climat à travers 4 importantes rencontres avec les acteurs climatiques. Pourriez-vous nous en dire davantage? Au cours des différents entretiens, comme vous l'avez évoqué, nous avons rappelé que le Congo, notre pays, comme de nombreux autres pays d'Afrique, est confronté à plusieurs défis, notamment il y a la gestion de la dette publique, la gestion des ressources naturelles et le respect des engagements internationaux. Je tiens quand même à dire que la République du Congo, bien que tardivement, a rejoint la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique fin septembre 2024 en tant que 95e pays membre. Pour plusieurs raisons stratégiques et économiques, nous avons adhéré à cette organisation. La première raison, c'est la mobilisation des financements pour les actions climatiques. La seconde, c'est le renforcement de l'intégration des enjeux climatiques dans les politiques économiques. La troisième, le renforcement de la résilience économique face aux impacts du changement climatique. Et la quatrième, l'accélération de la mise en œuvre des engagements climatiques internationaux. Et enfin, le renforcement des partenariats pour des solutions climatiques innovantes. Avec l'ambassadeur suédois du climat, je dois dire que la Suède est d'accord pour faire aboutir des accords bilatéraux d'assistance et d'échange d'expériences avec le Congo dans tous les domaines sollicités concernant les énergies renouvelables, les technologies et innovations vertes, la mobilisation des ressources, le suivi des ODD et les échanges sur les outils de mobilisation financière. Des rencontres sont prévues avec les entreprises suédoises évoluant dans ces domaines, dont l'Agence suédoise de l'énergie, l'Agence des crédits d'exportation et l'Agence du marché carbone. Des propositions de réunions bilatérales et des voies d'échange en Suède ont été convenues par les deux parties. Avec le secrétariat de la coalition, il a été convenu que les besoins réels et les priorités du Congo soient transmis à la coalition, des demandes formelles pour les échanges d'expériences et le renforcement des capacités soient adressés. Avec le Fonds d'équipement des Nations Unies, il a été retenu l'intégration des besoins du Congo dans le nouveau cadre stratégique des 4 prochaines années, l'ouverture dans les meilleurs délais d'une agence du Fonds d'équipement des Nations Unies au Congo dans le but d'assurer une meilleure collaboration et une présence dans le pays. L'identification des besoins urgents de notre pays et la définition de nos priorités dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de la forêt. La prise en compte de l'appui du ministère de l'Économie et des Finances dans leur cadre stratégique des 4 prochaines années, la mobilisation des ressources auprès des donateurs pour la mise en œuvre des projets et l'obtention des prêts concessionnels. La transmission par le Congo
des projets pour pauvres au profit des communautés et des municipalités. Il faut noter qu'une attention particulière a été portée au programme accéléré du développement communautaire, PADC, programme en cours d'élaboration par le ministère délégué chargé de la décentralisation et du développement local avec la collaboration du PNUD. Avec la délégation du NDC Partnership, il a été convenu d'un accompagnement technique pour l'intégration des objectifs climatiques dans la stratégie économique du pays. Cette délégation, il faut le dire, a rassuré le Congo de l'existence de financements qui pourraient être mobilisés en fonction des priorités exprimées. En outre, la possibilité d'accès aux centres de formation pour renforcer les capacités des acteurs locaux dans la gestion des projets climatiques a été exprimée. À cet effet, le gouvernement congolais pourrait bénéficier des retours d'expérience des autres membres de la coalition NDC Partnership. NDC Partnership partagera en décembre 2024 un modèle pour la création d'unités climat dans les ministères des Finances afin de renforcer la coordination et l'efficacité des actions climatiques. En marge des travaux de la COP29, les chefs d'État et de gouvernement du C15 ont tenu un sommet sur la comptabilisation des ressources naturelles dans le calcul des PIB des pays africains. Une idée qui fait du chemin, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre? Bien évidemment, elle fait du chemin parce que, à l'origine, les chefs d'État n'étaient pas nombreux à s'engager dans cette initiative. Au fil des années, nous constatons qu'il y a de plus en plus. L'an dernier, ils étaient une douzaine, et là, ils sont une quinzaine maintenant. Donc on pense que c'est un mouvement qui va gagner l'ensemble des États africains. Et j'ai eu l'honneur, avec mes collègues ministres de l'Environnement et ministres de l'Économie forestière, d'accompagner Son Excellence Monsieur le Président de la République à la réunion des chefs d'État, au cours de laquelle le Président de la République, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, a plaidé pour que les richesses naturelles soient prises en compte dans le calcul des PIB des pays membres. Le message du chef de l'État, nous l'avons relayé lors de notre rencontre avec le secrétaire exécutif du Fonds d'équipement des Nations Unies, afin que la République du Congo soit totalement engagée dans l'initiative d'aide contre nature. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Les Coris, numéro spécial fin d'année. Ce fut un véritable plaisir de partager avec vous ces événements marquants de cette année qui se termine. Merci au directeur général de Télé Congo. Ce magnifique cadre dans lequel nous nous trouvons, c'est le Centre international de conférences de Kin Télé. Un grand merci également aux responsables de ce centre qui nous ont toujours ouvert leurs portes. Merci une fois encore à notre fidèle public. Nous sommes impatients de vous retrouver l'année prochaine avec de nouvelles idées, de nouveaux sujets. Je vous souhaite déjà de passer d'excellentes fêtes de Nouvel An. Au revoir.